So thanks to all three of our presenters. I think it's an interesting common theme that ran through the presentations about this tension between the responsibilities of the union to both the individuals but also to the collective, either in becoming an effective voice for prevention, in the issues of the tensions within the coal mines for representing either the collective rights or individual participation, as well as this really a conundrum around representing perhaps two conflicting individual union members when psychological harassment is the issue, as well as the overall responsibility of the union to its own sustainability. Rather than my taking the lead on asking questions, I'd rather turn to the people in the audience now to be asking any questions or making comments that you have on these. And Annie, if you could. Annie Tebouni, je voulais en fait faire un commentaire à la fin de la première session, et du coup c'est très bien parce que je vais la faire pour les deux sessions sur en fait la radicalité du conflit entre la santé des travailleurs et ce qu'on peut désigner comme la santé, entre guillemets, des entreprises dans un contexte néolibéral. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je crois que c'est très important de replacer tout ce qu'on a entendu ce matin dans un contexte aussi historique des relations de domination dans le capitalisme et à l'époque où nous sommes, des relations et des rapports sociaux, des relations de domination dans les situations qui ont été décrites aujourd'hui. Et je voudrais rappeler qu'il y a vraiment 3 niveaux de régulation de l'organisation du travail. Et à ces 3 niveaux, il y a les formes du pouvoir et les formes de contre-pouvoir. Et je vais quand même un tout petit peu rentrer dans les détails. Le premier niveau qui nous domine de façon extraordinairement prégnante aujourd'hui, c'est ce qui relève des stratégies des entreprises et en particulier des entreprises multinationales qui en fait font la loi, façonnent au jour le jour la vie de millions de travailleurs et façonnent aussi les relations non seulement à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur au niveau national, mais au niveau international, avec ce qu'on a pu entendre aussi sur l'utilisation qui est faite des différences de réglementation entre les pays d'industrialisation ancienne et les pays dits émergents, avec ce qu'on a entendu sur la Chine ou autre. Ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire que les entreprises font des choix qui ont un impact direct sur la manière dont s'organisent les marges de manœuvre par rapport à la protection des salariés. Le deuxième niveau, c'est le cadre réglementaire, c'est les politiques publiques. Et quand je parle des politiques publiques, c'est des choses qui ont été dites hier sur la précarisation, parce que la précarité, c'est pas un état. C'est le résultat de processus de précarisation avec des choix où s'articulent les politiques publiques par rapport aux choix faits au niveau des stratégies d'entreprise. Comment est-ce que les politiques publiques aujourd'hui sont une sorte de transcription de ce que les entreprises imposent dans l'espace public, que ce soit les migrations, que ce soit les politiques de santé, que ce soit les politiques de réparation et de prévention.
Et le troisième niveau, c'est, mais aussi les conditions dans les politiques publiques, les conditions de possibilité des organisations syndicales d'agir sur les conditions de travail, de se battre pour desserrer les taux, en particulier par rapport à la santé. Et puis le troisième niveau, c'est celui des conditions de travail dont il a été beaucoup question ce matin, c'est-à-dire comment est-ce que les CHSCT, les collectifs de travail parviennent à se battre, faire émerger des contre-pouvoirs par rapport à l'ensemble de ces choix organisationnels du côté des stratégies d'entreprise et la manière dont les politiques publiques, en quelque sorte, légalisent ces choix organisationnels, même si c'est des choix qui sont, que je qualifie, moi, de criminels, en fait, hein, parce que la santé passe totalement après des valeurs managériales, etc. Et donc, c'est pas, peut-être pas en termes de questions, mais plus de commentaires que je voudrais m'adresser à ceux qui ont présenté les dernières interventions. Mais que pensez-vous, tous les trois, des marges de manœuvre qui sont celles des organisations syndicales par rapport à ces trois niveaux et quels sont les leviers d'action pour permettre aux travailleurs, aux syndicalistes, de défendre la santé par rapport à ces différents niveaux d'organisation du travail. Why don't we start at the end and see if you have brief responses to part or all of her question. I thought we should start with David. Okay, David, why don't you... And then others can comment on his comment. Yeah. Oh, so I was going to get a break then. Sorry, David. Well, I think Annie has said what needs to be said very eloquently, and I have little to add to that. I'm very glad that she focused on the issue of power, because I do think this is fundamental, and it is, again, often, I referred to the elephant in the room earlier, this is another elephant in the room, it is often ignored. I cannot recount how many times I have listened to presentations about what goes on within workplaces on occupational health and safety issues, which concentrate on the structures and the processes and the mechanisms and the outcomes and so forth, and don't mention the power relations that exist in those kinds of scenarios. And power relations are not simply determined within a workplace. They're determined in much wider contexts than that. My good friend Phil referred to his hero yesterday, who's also a good friend of mine, Theo Nichols, who famously once said, okay, but what determines the determinants? That's where you need to be looking. And I think it is kind of a duty for researchers to really try and take that into account and try and look more widely. Because I think if you don't do that, then you don't understand really what are the significance of the levers that you referred to and asked us to identify. I mean, from my perspective, to put it very simply, the levers are those kind of pluralist strategies which are still in place. I'm pessimistic about their continued salience and the extent to which they can grow. But we've heard many examples of scenarios where these kinds of levers have been used and they have been effective, where workers have managed to come together in some sort of way to resist their exploitation. It goes right back, as we've said yesterday, to the fundamentals and origins of
this type of resistance. And there have been gains over the last couple of 100 years, and they haven't all entirely eroded. And just referring to the presentation that I gave, the point I'm trying to make in that presentation is that in this very hostile environment, even when up against extremely powerful organizations who have the ear of the politicians and so forth, these representatives in these mines that we studied were incredibly impressive in the way in which they used the tools that were available to them and the solidarity that was shared between them and the miners that they represented. It really was quite an extraordinary experience. My co-researchers are in the room and no doubt will confirm that for you. And so, you know, it's not a complete solution. And as I've tried to indicate, we need to look outside the workplace to properly understand these kinds of scenarios. My colleagues have talked about union strategies and union organization that goes beyond the workplace. And there's a big literature on these kinds of issues, which have got ideas and examples of ways of resisting and success. I'll stop there because I can go on forever on this sort of thing. Either of you have anything to add? Je vais parler en français. Ce qui me vient à l'esprit, j'ai pas la réponse à Annie, mais ce qui me vient à l'esprit en écoutant David aussi, c'est en fait quelque chose de positif. C'est-à-dire que l'expérience, je crois, chez certains syndicats québécois, c'est l'adage, si ça ne te tue pas, ça te rend plus fort. Alors, je crois que l'utilité de la législation sur le harcèlement psychologique et le rôle dans lequel les syndicats ont été mobilisés a pu être l'occasion de nommer les rapports de pouvoir et, entre autres, l'absence de contrôle sur les choix organisationnels. Alors, y a-t-il des leviers? Très peu. Mais en même temps, dans la recherche que moi j'ai fait, j'avais aucune question sur l'organisation du travail et chaque personne a spontanément contextualisé sa description du contexte dans lequel les allégations de harcèlement psychologique sont survenues. Alors, j'ai trouvé ça très porteur parce que c'est l'occasion pour des champions, comme je les ai appelés en fin de compte, des champions de harcèlement psychologique, de la lutte contre le harcèlement psychologique, de nommer le fait que l'absence de contrôle sur les conditions de travail, que ce soit les tensions entre l'équipe, l'ambiguïté dans les rôles, les conditions climatiques extrêmes, toutes ces choses-là étaient aussi à la source de conflits entre membres. Donc, comment l'évier juridique, je pense que pas tant que ça, mais occasion de recadrer le discours, oui. Et voilà. Rachel, if I could ask a related question based on you said almost as an aside that you expect that there were more complaints about psychological harassment in unionized workplaces than in non-unionized workplaces. What does this say about the unions, the workplaces, or the willingness to actually make a complaint? What do you think is going on that makes you say that? Okay, I'll answer in English. My brain has come to the end of it.
Well, I think it's documented in the Ecotest study that for 21% of unionized workers reported harassment, whereas 14% of non-unionized workers reported harassment. And the association I make is with harassment by management. Why? Because if you want to get rid of somebody who's non-unionized, you can probably just fire them a lot more often than for the unionized workers. So often the employer will harass somebody who has exercised his or her rights, for example, to parental leave, or who's coming back from sick leave. So it's an indirect way of sabotaging the maintaining of other working conditions in unionized environments. In Quebec, too, if I wanted to give a sophisticated, where's Karen, a sophisticated analysis, it's also because of the concentration of unionized workers in the public sector, in service, in health, in teaching, where there is, because it's teamwork, and because of the changes that have been made to the health and the education system, the situation in our hospitals, I think, is fairly desperate, and there are a lot of women working there. So that kind of pressure also adds to, creates very fertile ground for conflicts in the team. One quick example, agency nurses coming in to try to staff hospitals, and the regular staff trying to get the job done too. Again, in answer to your question, I think there is already a huge literature that demonstrates that where you have unionized workplaces, people feel safer to engage in issues. So you would expect more reporting, you would expect more complaints. There's also the question that sometimes, of course, unionized workplaces are unionized because they're not very nice workplaces. And I think there's an element of both of those things that explain that observation. Please. Bon, OK. Merci beaucoup pour l'inspirante session. Là, c'est vraiment, j'ai vibré tout le long de la session. Comme syndicaliste, moi, ce qui m'intéresse, c'est autant les leviers qui nous permettent d'aller de l'avant que les facteurs qui sont en train de nous affaiblir. Et là, mes questions sur les leviers, je pense qu'on a entendu une partie. Mes questions vont sur certaines stratégies qui peuvent nous affaiblir, et j'aimerais avoir soit des clarifications, soit des explications, ou en tout cas des clarifications. J'ai une question pour David. La question des standards volontaires est quelque chose qui est en train d'aller partout. On nous chante que les standards volontaires, c'est la manière des grandes entreprises d'implanter la santé au travail. Comme syndicat, ce qui nous interpelle, d'une part, est-ce que c'est vraiment vrai que oui, ça améliore la santé au travail, mais deuxièmement aussi, de quelle façon ça joue sur nos rapports de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, parce que souvent l'implantation de ce système de gestion va se faire à côté de les structures syndicales, et ça peut créer des conflits même quand elle est dans les structures syndicales. La question, c'est est-ce qu'il y a des recherches qui touchent ces dynamiques relationnelles et l'impact sur la santé au travail, et sinon, ce serait peut-être un champ important pour nous. J'avais une question dans les mêmes sens pour Rachel. Sur la question de l'harcèlement psychologique, quelque chose qui affaiblit les syndicats, c'est quand on se retrouve dans une situation de conflit parce qu'on doit défendre l'agresseur et l'agressé. Et j'étais surprise au niveau des recommandations que tu n'abordes pas cette question-là comme une question peut-être à sortir du champ du syndicat. Et donc, j'aimerais t'entendre de ces côtés-là. Puis pour Geneviève, je trouvais extrêmement intéressant la présentation. Tu as mentionné que l'action des comités paritaires, quoi qu'intéressante, importante, elle est limitée. Sans nécessairement expliquer dans quoi est-ce qu'elle est limitée, j'aimerais t'entendre à ce sujet-là. Merci. Could you start and then we'll come back?
les motifs qui ont été évoqués par nos répondants pour dire que les comités de santé et sécurité avaient une portée limitée étaient souvent le caractère non décisionnel de leur vis-à-vis employeur. Et la mondialisation augmente cette distance-là entre les personnes au niveau local dans l'entreprise et les vrais décideurs qui sont parfois très, très, très loin là, du lieu de travail. Les longs délais, l'absence de possibilité de recours à l'inspecteur quand il n'y a pas de décisions positives qui se prennent. Donc, les inspecteurs vont toujours demander que ça se discute au comité de santé et sécurité, puis ça aboutit rarement. Là. Puis, parfois aussi, la question de la largeur du champ d'action du comité de santé et sécurité, on va souvent dire ça relève pas du comité parce que c'est du droit de gérance de l'employeur ou bien c'est une question de relation de travail quand on embarque sur des questions de charge de travail, d'effectifs, etc. Puis l'information qui est accessible aux membres du comité de santé et sécurité par rapport aux changements qui s'en viennent puis qui éventuellement auront changements technologiques ou autres qui éventuellement auront un impact sur la santé et souvent limiter cette information-là. Fait que c'était tout à fait cohérent avec ce qu'on peut lire dans des revues des écrits là, sur les études sur les comités de santé et sécurité, sur leur efficacité. Je pense à le travaux d'Annalie Yassi 2012. Là, ça allait tout à fait dans le même sens. Personne n'en venait à dire qu'il ne devait pas y avoir de comité de santé et sécurité. Tous ceux qui en ont un disent que ça devrait être partout, puis tous ceux qui en ont pas en voudraient qu'il soit obligatoire. Mais de penser que c'est le seul moyen, pas du tout, là, c'est ça. Donc, voilà. En réponse à la question d'Anna-Maria, en cas de conflit entre deux membres syndicaux, que faire? Si on regarde historiquement le modèle de négociation collective, il y a toute une tension fondamentale entre le mandat actuel des syndicats dans la défense des droits individuels des salariés et le modèle de négociation collective qui était basé sur la défense de la majorité. Donc, est-ce que je crois que le syndicat ne doit pas être, je crois que le syndicat doit avoir la même discrétion qu'on lui a toujours reconnue et je serais pas en faveur de la surenchère des exigences en cas de harcèlement psychologique. Mais cela dit, il n'y a pas de solution facile parce que les structures en tant que telles ne sont pas équipées pour arbitrer l'intérêt des uns par rapport aux autres, mais bien pour porter la voix collective vis-à-vis l'employeur. Donc, plus de ressources, oui. Ne pas trop en demander aux syndicats au plan du devoir de représentation, oui. Mais sortir carrément le conflit du syndicat où je n'ai pas de modèle qui me vient à l'esprit. Il n'y a que des modèles que les syndicats locaux ont adoptés, entre autres, demander à quelqu'un à l'externe du syndicat de prendre en charge la situation. En quelques mots, je n'ai pas une bonne réponse à cette question-là. Je vais juste partager la question. Okay. The chair has counselled brevity, so I'll try and be brief as in answer to Anna-Marie. The thing about voluntary standards, as we heard yesterday, is that one of their significant differences between those and regulatory standards in this field is that they tend not to involve the representatives of workers in their construction, and they don't involve the representatives of workers in the way they are operated. And I think that's quite deliberate, and that's why these large corporations prefer to use them. It's an expression, I think, that they are, to an extent, beyond the law. They are arrogant in this manner. Legal standards on the same
matters, as indeed ILO standards on the same matters do involve the representation of workers. So, I mean, the message would seem very clear. If they can be resisted, they should be resisted, and recourse to the support of regulation and the enforcement of regulation should be applied. That's a very brief answer to a very complex issue. Thank you. And I want to thank the attention of the audience, thank the wonderful interlocking presentations that we just heard, encourage you to continue the dialogue in our lunch period. So thank you very much.